faire aujourd'hui, c'est vous parler un peu, finalement, de comment vivre dans le futur sans énergie fossile, et surtout vous montrer alors, le rôle de la chimie et des batteries, mais vous allez voir que la chimie, il y a la physique, il y a beaucoup de choses qui sont comprises dans tout ça. Alors, tout d'abord, bien sûr, je vais vous parler de la problématique du stockage et de la conversion d'énergie qui sous-tendent des problèmes socio-économiques et planétaires importants pour les générations à venir. Alors, effectivement, l'énergie eh bien, fait la une de nombreux journaux, comme vous pouvez voir ici. Voilà, non, c'est bon, avec ces différents titres, comme indiqué. Et effectivement, l'énergie est au cœur de son activité journalière. L'électricité en est son vecteur, et pour certains, d'ailleurs, certains alarmistes, le water pourrait devenir notre prochaine unité européenne, plutôt que l'euro. D'où la question, c'est que je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'il y en est de tout ça, et comment tout cela va se passer. Alors cet exposé que je présentais pour vous aujourd'hui, eh bien, je vais le structurer autour de 3 axes. Le premier, eh bien, je vais essayer de vous donner des éléments tangibles pour décrire la situation énergétique actuelle, son évolution, ses conséquences pour la planète si l'on continue directement à faire le business d'aujourd'hui et voir directement l'ampleur des challenges. Ensuite, eh bien, j'évoquerai les perspectives liées aux énergies renouvelables et soulignerai les points bloquants qui sont en étude dans ces travaux. Et enfin, troisièmement, je passerai à la problématique qui m'intéresse le plus, là où je travaille, qui est le stockage électrochimique de l'énergie. Et là, je voudrais essayer de partager les avancées, les nouveaux résultats qu'il y a dans ce domaine et surtout vous montrer que ces recherches sont tributaires, tout simplement, de la chimie. Donc, par conséquent, avant de rentrer dans tout cela, je voudrais d'abord poser la question et vous montrer pourquoi nous sommes dans une telle situation aujourd'hui. En effet, cela provient des développements, des découvertes qu'il y a eu au XVIIIe siècle et des développements qui en ont suivi. En effet, pendant des milliers d'années, l'être humain a vécu à partir de la biomasse comme source principale. Dans ce cas, le CO2 qui était émis eh bien, était réabsorbé par les plantes, il n'y avait pas directement de problèmes environnementaux. Et ce n'est finalement qu'à la fin du XVIIIe siècle, en 1782, avec, je dirais, la découverte du moteur à vapeur et des technologies qui en ont découlé, car c'était la première fois que l'homme était capable de transformer de l'énergie thermique en mécanique, eh bien, les technologies qui en ont découlé sont les locomotives à vapeur. Et ça, je dirais, ça fut la première révolution industrielle. Et cette révolution industrielle redoubla d'efforts à la fin du XIXe siècle avec la découverte par Étienne Lenoir du moteur à combustion ainsi que de l'électricité. Et de cela, toute la dépendance grandissante des énergies fossiles, comme on peut voir ici, avec le charbon, le pétrole, le gaz et autres. Et bien sûr, de nombreuses technologies ont découlé de ces avancées, dont notamment l'électrification des campagnes, tous les transports, que ce soit routiers ou aériens, et tout ça fait en sorte, finalement, eh bien, qu'au jour d'aujourd'hui, l'énergie totale consommée est aux alentours de 130 000 TWh par an, soit une puissance installée de 14 TWh. Alors je sais que ces chiffres n'ont pas beaucoup de signification pour vous, mais par conséquent, je vais essayer directement de vous les mettre, de vous les transformer, de vous donner l'unité pour que vous soyez conscients de ce qu'on parle. Et là, je pense que vous allez tous comprendre. En effet, vous connaissez tous cet appareil, l'iPod. Bien lui, on parle d'un watt. Vous connaissez tous le grille-pain, on parle d'un kilowatt. L'avion, on parle d'un mégawatt. Centrale nucléaire, d'un gigawatt. Et, vous voyez, il nous faut 14 térawatts. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, c'est l'équivalent de 14 000 réacteurs nucléaires. Donc voilà, si vous voulez, maintenant, la signification de ces térawatts, ainsi de suite. Donc vous avez une idée de la grandeur et de l'ampleur de l'énergie dont on parle. Alors, un autre point qu'il faut bien voir lorsqu'on parle de l'électricité, c'est également les pertes d'électricité quand on va directement le stocker, le convertir, ainsi de suite. Et là aussi, je vais prendre un exemple simple pour vous faire comprendre cela. Vous voyez ici, imaginez que vous êtes en train de bosser le soir, de travailler. Okay, vous allez utiliser 2 joules d'énergie lumineuse. Et pour ces 2 joules, eh bien, il faut directement 100 joules d'énergie primaire, parce que 98% sont perdus dans la transformation directement électrique et au transport. D'où cela, et pour signaler finalement que cette conversion et cette distribution d'énergie va directement entraîner des pertes. Et bien sûr, on voudrait éviter, si possible, la conversion d'énergie thermique en énergie électrique, qui est limitée, comme vous le savez tous, par le principe de Carnot. Donc, par conséquent, quand on le pourra, on évitera directement ces types de transformations. Alors, cela étant,
voyons maintenant d'où viennent ces énergies. Alors ces énergies, comme vous pouvez le voir directement sur ce camembert ici, vous avez les différents aspects et stockage de l'énergie, et ici j'ai mis les histogrammes. Et on peut s'apercevoir que 82% des énergies qu'on utilise sont des énergies non renouvelables provenant du pétrole, du charbon et du gaz. On a aux alentours de 11% d'énergie renouvelable et aux alentours de 7% d'énergie nucléaire. Bien sûr, ces chiffres vont dépendre du pays dans lequel on est. Car au jour d'aujourd'hui, par exemple, en France, vous savez tous qu'on est directement dans les leaders mondiaux au niveau du nucléaire. 34% de notre énergie primaire dépend du nucléaire, alors qu'en Chine, par exemple, 64% qui dépend du charbon. Mais ce que je veux que vous vous rappeliez de cela, eh bien, c'est tout simplement que les énergies non renouvelables sont les plus utilisées, sont les moins chères, mais également et malheureusement les plus polluantes. Et il se trouve que ces énergies, aujourd'hui, eh bien, sont en épuisement. En effet, si on regarde différents modèles, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un modèle dans lequel on va tenir compte directement des augmentations de consommation actuelles par rapport aux découvertes récentes qui sont en diminution. Et vous voyez qu'en ce cas, vous avez un gap. Okay. Et à partir de ces modèles, eh bien, on peut estimer les réserves en énergie fossile et ainsi de suite. Et par exemple, on peut estimer, avec des incertitudes bien sûr, qu'il nous reste 41 ans de pétrole, 62 ans de gaz, 230 ans de charbon ou 64 ans d'uranium. Okay. D'où, vous voyez, finalement, le message ici, c'est qu'en 200 ans, eh bien, on a utilisé toutes les énergies que la planète a mis des millions d'années à produire. Okay. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces aspects, eh bien, ils étaient connus et, je dirais, ce fameux pic, comme on voit sur ces diagrammes, eh bien, avait été prévu par un géophysicien américain, par le nom de King Huber, où il avait tracé cette célèbre courbe avec ce fameux pic dont on parle couramment. Mais, hélas, tous ces travaux n'avaient pas été publiés, du moins jusqu'à la première crise mondiale de 1970. Donc, par conséquent, on va voir maintenant qui c'est qui utilise ces différentes énergies, qui les consomme. Et les consommateurs, je dirais, sont au nombre de 4. Il y a tout ce qui est le transport, il y a l'industrie, il y a l'habitat et, bien sûr, également les pertes que je vous ai mentionnées. Et cela à la hauteur de 23%, 24% pour l'habitat et 42% pour l'industrie. Et parmi ces différentes, je dirais, consommations d'énergie, eh bien, je vais m'intéresser plus spécialement à celle du transport, c'est-à-dire de la voiture thermique, où dans ce cas, eh bien, chaque fois que vous allez directement utiliser 1 litre d'essence, dans ce cas, vous allez libérer 2,5 kg de CO2 et 1200 litres de CO2 en directement densité, en valeur volumétrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, eh bien, 30% des 26 gigatonnes de CO2 produits annuellement proviennent du transport. Je ne sais pas, vous ne m'entendez pas là? Il y a certains qui ne m'entendent pas ou... Sans ça, c'est mieux avec le micro? C'est bon? Bon. Écoutez, et ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, la teneur en atmosphère de CO2 eh bien, va passer de 250 ppm à 370 ppm en 2010. Alors la question que l'on peut se poser, quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences, vous le savez tous, c'est tout simplement une augmentation des températures, du réchauffement de la planète, avec une augmentation des températures, et en même temps, je dirais, du niveau de la mer, puisque les deux sont automatiquement reliés par l'effet de dilatation. Et on pourrait voir que dans les 100 prochaines années, il se peut que la température s'échauffe de 2 à 5 degrés, voire au niveau de la mer, jusqu'à 30 cm. Okay. Et là aussi, ce qui est intéressant, bien, vous allez voir que tout cela avait été prédit, et en effet, par un mathématicien, Joseph Fourier, qui avait déjà prédit l'effet de serre, et un chimiste, par le nom de Svante Arrhenius, qui n'avait seulement prédit, il avait également calculé l'évaluation de température liée directement à la quantité de CO2 par cette simple relation indiquée ici. Mais là aussi, eh bien, on a toujours passé ça en silence, on n'a jamais tenu compte de tout cela. Alors, quelles sont les conséquences climatiques? Eh bien, les conséquences climatiques, vous le savez bien, le réchauffement de la planète eh bien, va être directement conduire à la fonte des glaciers, comme on peut voir ici. Il va conduire à l'acidification des océans, comme on peut voir sur ce blanchissement des coraux, mais également va faire en sorte que certaines, je dirais, archipels, notamment les Maldives, et la capitale Malé, va s'entourer d'un mur pour anticiper les montées d'eau dues à ce réchauffement climatique. Donc voilà, si vous voulez, un peu la situation aujourd'hui. Alors la question qu'on peut se poser, que va-t-il en être demain? Bien, si on regarde sur ce qui va en être demain,
la situation eh bien, va, je dirais, augmenter, va s'accroître, puisqu'il va y avoir deux constats. On peut faire un constat démographique, où dans ce cas, eh bien, la population augmente et atteindra certainement les 10 milliards d'habitants dans les années 2050. Chaque personne, et vous êtes tous avec des portables et ainsi de suite, veut un niveau de vie supérieur et ainsi de suite. Donc par conséquent, eh bien, on peut prévoir que d'ici à 2050, eh bien, il va falloir doubler notre production d'énergie, et cela sans émissions de CO2. Ça veut dire qu'il faudra passer de 14 TW à 28 TW d'énergie installée. Alors la question, c'est comment faisons-nous ça? Vous avez vu, il y a l'augmentation de la population, il y a l'augmentation de la mobilité, et vous avez une augmentation de 30% de voitures en plus par des tranches de 10 ans. Il y a également les modèles qui prédisent une fois de plus que si on applique une politique du laisser-faire, eh bien, la concentration en ppm de CO2 va passer de 370 à 500, voire 700 ppm en 2100. D'où la question, finalement, qu'on se pose et qu'on va voir maintenant, c'est comment peut-on enrayer cette pollution galopante. Okay. Alors, le problème, je pense qu'il est bien posé, vous l'avez compris. D'un côté, on a cette demande croissante de la population, et de l'autre, la croissance en mobilité. Vous avez par exemple la venue des Champs-Élysées en 2029, et voilà directement en 2009. Okay. D'où, une fois de plus, finalement, que qu'on peut faire. Alors, une solution, bien sûr, mais certainement, vous n'allez pas l'apprécier fortement, c'est de coupler les deux technologies, c'est-à-dire dessiner ou développer ce système. Bon, bien sûr, ce n'est pas sérieux, et on va voir des solutions plus sérieuses. Alors, parmi ces solutions les plus sérieuses, eh bien, je vais directement me baser sur le triangle de stabilisation de Sokolov, comme indiqué ici, où là, le problème est bien posé. Vous voyez directement 2004, 2054, 50 ans, il va falloir directement doubler la production énergétique avec, dans ce cas, faire en sorte qu'on ne produise pas ces 28 gigatonnes qui seraient associées si on faisait directement cette production comme on le fait aujourd'hui. Et vous voyez qu'en ce cas, il y a plusieurs triangles, il y a quelques raies qui séparent, on ne les voit pas tellement bien ici. Ça veut dire qu'on va parler maintenant de mix énergétique. Alors, quelles sont les solutions possibles? Alors, on peut bien sûr croire au nucléaire et dire on va directement essayer de combler ce gap avec le nucléaire. Mais si on fait de simples calculs, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, pour pallier à ce gap, il faudrait construire un générateur de 1 gigawatt par jour pendant 50 ans. Okay, sans mentionner, si je peux vous dire, les manques ou les limitations des réserves en uranium. Une autre possibilité, c'est d'ailleurs qui est, je dirais, poursuivie dans des pays comme la Chine ou l'Inde, c'est directement de développer les centrales thermiques. Mais cela n'a un sens que si on peut directement séquestrer ou capturer le CO2. Et aujourd'hui, toutes les expériences de séquestration du CO2 par les aquifères sont relativement limitées, s'élèvent, je dirais, à des milliers de tonnes, mais là aussi, si on veut directement absorber les 28 gigatonnes, il faudrait construire 20 000 aquifères dans les prochaines 50 ans. Vous voyez, là, qu'on a quand même des limitations sérieuses. Malgré tout cela, il va y avoir un espoir qui va provenir des énergies renouvelables, c'est-à-dire les énergies qui proviennent des océans, la géothermie, les énergies qui proviennent du vent et du soleil. Et celle dont on va s'intéresser fortement aujourd'hui, c'est celle provenant du soleil. En effet, le soleil délivre 10 000 fois l'énergie dont on a besoin. Vous pouvez dire, ça veut dire qu'en 90 minutes, le soleil peut délivrer toute l'énergie qu'on va utiliser dans une année. Donc, a priori, cela semblerait une solution intéressante. Cependant, eh bien, il va falloir voir quelles sont les technologies qui permettent de pouvoir convertir cette énergie solaire en énergie électrique. Et il y a plusieurs technologies, dont on va voir maintenant, mais dont l'état de maturation n'est pas encore directement abouti. Alors, parmi ces différentes technologies, eh bien, on peut directement convertir cette énergie solaire en énergie électrique en utilisant ce qu'on appelle des cellules photovoltaïques, dont la représentation est indiquée ici. On peut également convertir cette énergie solaire en hydrogène, et pour cela, directement, on va utiliser des réactions d'électrolyse ou de catalyse qui vont mettre à bon escient la jonction semi-conducteur liquide pour dissocier l'eau. Et enfin, on va pouvoir utiliser la conversion, comme indiqué ici, de l'énergie solaire en biocarburant, soit par la photosynthèse naturelle, soit par la photosynthèse artificielle, qui dans ce cas va consister à développer des mécanismes moléculaires capables de mimer directement ce que fait l'hydrogénase dans les plantes, et ainsi de suite.
Donc voilà, si vous voulez, les différentes approches. Alors, ces approches sont intéressantes. Cependant, une des difficultés, comme on peut voir ici, sont les rendements. Par exemple, la photosynthèse, le rendement est seulement de 0,3%. La conversion en hydrogène est de 6%. Et dans le cas du photovoltaïque, on peut aller de 5 à 40%. Donc vous voyez, c'est dans ces secteurs que les scientifiques travaillent et où il faut finalement de nouveaux jeunes, ainsi de suite, pour développer et, je dirais, explorer de nouveaux sentiers, ainsi de suite. Je vais tout simplement m'intéresser maintenant, dans le cas du photovoltaïque, et vous montrer ce qui se passe au niveau du photovoltaïque qui commence à, je dirais, se développer fortement. Alors, il y a différentes générations de photovoltaïque. La première, dont je vous mentionne ici, ce sont des cellules photovoltaïques au silicium. C'est principalement celles que vous voyez à l'extérieur, qui sont basées tout simplement sur le principe de la jonction PN. Ça veut dire qu'en ce cas, un photon est absorbé par un semi-conducteur pour créer une paire électron-trou. Cette paire électron-trou va se dissocier à la jonction PN pour créer l'électricité. Donc voilà directement le fonctionnement de cette cellule photovoltaïque. Ensuite, il y a une deuxième génération de cellules photovoltaïques qui est plus développée dans le cadre du développement durable. Ce sont ce qu'on appelle les cellules à colorant ou les cellules de Grätzel par le nom de son inventeur. Okay. Et dans ce cas, eh bien, comme vous voyez, le principe est différent. C'est tout simplement l'absorption d'un photon sur un pigment coloré, comme finalement la chlorophylle dans les plantes, qui va directement créer cette paire électron-trou qui va pouvoir directement conduire à l'électricité. C'est-à-dire qu'en ce cas, on est en train directement de mimer, je dirais, la photosynthèse végétale. Et enfin, la troisième génération sont ce qu'on appelle les cellules photovoltaïques organiques, comme indiqué ici, où, dans ce cas, elles vont reposer sur une fonction PN, avec cette fois des molécules organiques qui vont accepter des électrons ou alors donner des électrons. On a une jonction PN de nouveau. Donc voilà, si vous voulez, les différents systèmes. Et aujourd'hui, dû à des avancées récentes, par exemple, on vient de voir une évolution drastique dans le cas des cellules à colorant, où nous sommes passés de 10%, du moins à 20%, dans le laboratoire, grâce à la découverte d'un pigment coloré qui est un composé inorganique de type perovskite. D'où, je dirais, en recherche, il peut y avoir également des révolutions. Alors voilà directement cette conversion d'énergie, et voyons maintenant quelles sont les difficultés associées à cela. Bien, les difficultés du photovoltaïque sont tout simplement le coût. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, il y a de cela 3 ou 4 ans, le coût du photovoltaïque était encore en facteur 5 à 6 supérieur à toutes les énergies, je dirais, comparables. Mais grâce aux avancées scientifiques, au développement de nouveaux systèmes, eh bien, tous les experts dans le domaine s'accordent à dire que finalement, dans les années 2030 ou 2035, peu importe l'erreur, eh bien, le coût du photovoltaïque deviendra égal à celui du nucléaire. Okay. Donc ça veut dire que d'un point de vue coût, grâce de nouveau à des recherches au niveau de la chimie, au niveau de la physique, de la théorie, eh bien, ce système va devenir, je dirais, utilisable par la société. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul problème. Un autre problème du photovoltaïque, ou également des éoliennes, c'est que bien sûr, le soleil ne brille pas continuellement. Et là, ce que vous avez tout simplement, c'est la puissance sortie d'un panneau solaire en fonction des différentes heures de la journée. Et vous voyez, tous ces pics, ainsi de suite, indiquent qu'il n'y a pas une constante de la sortie. Ça veut dire qu'on a directement une énergie intermittente. Et ça va être la difficulté. Il en est de même, je dirais, pour l'éolien. Ce que je vous représente ici, ce n'est rien d'autre que la puissance d'une ferme éolienne en fonction des différents jours de l'année. Et regardez un peu les courbes qui se croisent, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il n'y a aucune courbe qui n'est constante. D'où, vous voyez qu'en tout ça, mais un des problèmes majeurs, eh bien, tout simplement, ce sont ces larges fluctuations, et il va falloir lisser ces variations. C'est-à-dire, il va falloir trouver un système pour faire en sorte que l'utilisateur puisse avoir son énergie comme il la veut, quand il la veut, et à n'importe quel endroit. Eh bien, pour ce faire, on va maintenant voir la troisième partie de cette conférence, qui va être ce stockage d'énergie. C'est-à-dire, on va la convertir avec le photovoltaïque ou l'éolien, et maintenant, il va falloir la stocker. Alors, pour la stocker, eh bien, c'est un peu maintenant notre rôle. On arrive sur un des grands challenges du XXIe siècle, qui est développer de nouvelles technologies du stockage de l'énergie. Et ça, je voulais mentionner, pour mieux utiliser les énergies renouvelables et pour faciliter, je dirais, l'échange
ou le remplacement du véhicule thermique par le véhicule électrique. Alors si on prend un véhicule électrique, eh bien qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut de l'énergie à bord lorsque vous allez directement conduire. Pour ce faire, eh bien on va utiliser encore une autre conversion, mais qui cette fois va être, je dirais, efficace. On va directement convertir de l'énergie chimique en énergie électrique. Alors pourquoi de l'énergie chimique en énergie électrique? Vous savez tous qu'une liaison chimique est constituée d'électrons et l'électricité sont des électrons. D'où dans ce cas, on a, je dirais, le même vecteur, le même transport. Et l'appareil qui va vous faire ça, eh bien, ce n'est rien d'autre que les batteries. C'est-à-dire la batterie va vous permettre directement de développer cela. Alors bien sûr, je vous mentionne le véhicule électrique, et vous pouvez croire que le véhicule électrique, finalement, est une idée d'aujourd'hui. Et là, faites attention, chaque fois que vous faites la science, vous le savez très bien, il est très important de revenir à l'histoire et de vous apercevoir finalement que le véhicule électrique n'a rien de nouveau dans le concept. En effet, déjà en 1899, regardez ici, ce véhicule, alors vous pouvez bien sûr contester sa forme, ainsi de suite, mais directement, il avait une vitesse de 109 km/h et une autonomie de 80. Et il était basé sur des batteries au plomb. Et d'ailleurs, on peut revenir dans les années 1900, et on s'aperçoit qu'aux États-Unis, il y avait plus de voitures électriques que de voitures thermiques. À la Première Guerre mondiale, il y avait encore 30% des voitures électriques. Alors la question, on peut demander pourquoi. Eh bien, la bonne et simple raison, c'est que le pétrole, l'essence, était fortement développé, facile d'utilisation, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, eh bien, tous les dispositifs électrochimiques sur lesquels les chercheurs travaillaient n'étaient tout simplement pas assez performants. Et pour montrer cela, eh bien, je vais prendre ce diagramme, qui est un diagramme qui est relativement important dans le domaine du stockage d'énergie, qu'on appelle le diagramme de Ragone, pour la bonne et simple raison que dans ce cas, on va directement tracer sur l'axe Y la puissance, qui va être directement l'accélération, et sur le diagramme des X, l'autonomie, c'est-à-dire l'énergie spécifique. Et maintenant, je vais, dans ce diagramme, mettre les trois systèmes ou les trois dispositifs électrochimiques que vous avez entendu parler, que sont les supercondensateurs, les batteries et les piles à combustible. Alors, si je vais maintenant en termes de puissance, bien, c'est le supercondensateur. Car le supercondensateur va tout simplement fonctionner sur l'absorption d'une double couche. Il n'y a pas de réaction chimique, redox, aux électrodes. D'où, dans ce cas, on va pouvoir avoir une très grande puissance, c'est-à-dire libérer et absorber l'énergie rapidement, mais, de nouveau, de faible quantité. À l'autre extrême, eh bien, on a les piles à combustible, dont le fonctionnement repose, si je peux dire, sur l'électrolyse inverse de l'eau. Et dans ce cas, on aura une grande autonomie, puisqu'on va directement amener le combustible sans arrêt, mais là aussi, peu de puissance. Et enfin, bien, dans le milieu, il va y avoir ce qui va être l'objet du fait de cette conférence, que sont les batteries, où dans ce cas, eh bien, on va avoir des systèmes qui vont pouvoir à la fois avoir de la puissance et également de l'autonomie. Okay? Et vous voyez que finalement, un commun dénominateur sur tous ces systèmes est qu'ils sont tous constitués de deux électrodes qui sont immersées dans un électrolyte. Et ça, je dirais, c'est le principe de base de tout dispositif électrochimique. Alors, ce qu'on va voir maintenant, eh bien, on va voir finalement quelles sont les avancées qu'il y a eu dans ce domaine des batteries. Mais avant de voir les avancées, je voudrais un peu partager avec vous, finalement, comment ces batteries ont été découvertes. Car je crois que c'est très intéressant, notamment avec des jeunes, pour montrer que là aussi, la science, eh bien, c'est un concours aux circonstances. En effet, je dirais, la première idée sur ces batteries provient de Luigi Galvani, qui est en train de préparer un bouillon de soupe de grenouille pour son épouse qui était malade, qui s'est aperçu que lorsqu'il dépeçait la grenouille, eh bien, le muscle remuait fortement. C'est-à-dire que le muscle se contractait, et ainsi de suite. D'où il en a déduit, la cuisse produit l'électricité. Première, directement, hypothèse. Et ça, c'est caractéristique quand vous faites la science. Vous avez toujours un collègue qui va essayer de montrer que vous n'avez pas raison. Et ce fameux collègue, eh bien, c'était Alessandro Volta. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a répété la même expérience que Luigi Galvani. Il a observé les mêmes effets. Par contre, il les a directement interprétés différemment. Et pour lui, c'était finalement la coïncidence d'avoir deux métaux différents qui trempaient dans un électrolyte ou dans une solution qui était le tissu liquide du muscle, qui faisait en sorte qu'on avait l'électricité. Et une étape supplémentaire en recherche, vous pouvez mettre des suppositions, personne ne vous croira,
tant que vous allez faire une démonstration. D'où par conséquent, il a poursuivi son idée et il construisit la pile Volta, qui est indiquée ici, qui est un empilement de rondelles métalliques, de zinc et de cuivre, séparées par un feutre qui va être imbibé dans une solution saline que l'on connaît de nos jours comme électrolyte. Donc voilà, si vous voulez, la découverte de la pile Volta comme un simple concours de circonstances et bien sûr avec des conséquences, je dirais, majeures, autant dans le domaine de la physique, pour tout ce qui est le magnétisme, ainsi de suite, qu'au domaine directement du transport, ainsi de suite. Alors, suite à cette découverte, je ne vais pas directement aller dans tous les éléments, il y a eu bien sûr toute une série de systèmes qui ont apparu avec le temps, et vous avez par exemple ici les batteries au plomb, vous connaissez, les systèmes nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure, pour terminer sur cette technologie qui est directement le lithium-ion. Et le lithium-ion, qu'on voyait ici, où je trace l'énergie volumique en fonction de l'énergie massique, avec tous les différents systèmes, eh bien, c'est finalement l'énergie la plus performante aujourd'hui. Okay. Et je dirais, d'un point à l'électrochimie, la technologie à ion lithium a été une révolution. Et comme nos ancêtres ont connu la technologie au plomb, pour vous, définitivement, la technologie lithium-ion sera la technologie au plomb du 21e et du 22e siècle. Okay. Et ce qu'on va voir comment celle-ci fonctionne, mais ce que je vous montrer également, que c'est l'avantage de cette technologie qui repose tout simplement sur l'utilisation du lithium, qui est un des métaux les plus électropositifs, okay, et le plus léger. Ce qui fait que ça va vous donner, je dirais, des capacités ou des densités d'énergie très importantes. Alors, comment cet accumulateur à ion lithium fonctionne? Vous avez ici une description de cet accumulateur. Comme je vous l'avais dit, 2 électrodes immersées dans un électrolyte, avec la spécificité de ces accumulateurs est située directement aux électrodes. Vous voyez, ces électrodes, eh bien, on va tout simplement utiliser des matériaux inorganiques qui vont directement avoir des cavités pour absorber ou relarguer des ions lithium. Okay. Finalement, c'est un fromage de gruyère dans lequel vous avez des porosités. Okay. C'est-à-dire qu'on a dans ce cas des éponges à lithium pour absorber et relarguer le lithium. Et ce que vous avez dans vos ordinateurs aujourd'hui, eh bien, vous avez ce matériau qui est un oxyde de lamellaire de cobalt, et j'y reviendrai par la suite, et du carbone comme électron négatif. Eh bien, grâce à ça, vous pouvez directement en sortir un potentiel qui va être la différence entre électrode positive et électron négatif. C'est la raison pour laquelle vos batteries de portable sont des batteries de 3,6 volts, différence entre ce matériau d'électrode et le carbone. La capacité de ces matériaux, c'est-à-dire pour un chimiste du solide, lorsqu'on va dessiner des matériaux, ce qui est important, eh bien, c'est de connaître le nombre de lacunes, delta X, plus la masse. Et vous voyez, il y a une simple règle de 3. Pour obtenir des matériaux performants, eh bien, vous avez compris la règle, il va falloir augmenter delta X et diminuer la masse. D'où voilà, si vous voulez, ce qui se passe. Alors, à partir de maintenant, eh bien là on est dans les années 1980 ou 1990, 1990 c'est le premier accumulateur à ion lithium, eh bien, à partir de maintenant, toutes les améliorations eh bien, vont provenir de la chimie, ainsi de suite. Et que ces améliorations au niveau de la performance des matériaux, vous allez voir, mais également développer de tels accumulateurs dans le cadre du développement durable. Et ça, vous allez voir, ça va être important. Alors, quelles sont les grandes étapes dans l'évolution grâce à la chimie? La première étape que j'ai mentionnée, eh bien, c'est tout simplement dû à l'apport des nanomatériaux, c'est-à-dire que dans les années 2000, eh bien, on s'est demandé pourquoi pas directement de jouer sur la taille des matériaux en addition à la composition, à la structure, pour augmenter, améliorer les propriétés de ces accumulateurs. Okay. Alors la question qu'on peut se poser, c'est finalement pourquoi, dans ce domaine, il a fallu attendre les années 2000 pour passer à l'échelle nanométrique, alors qu'en microélectronique, et ainsi de suite, ils avaient passé à cette échelle depuis bien longtemps. Okay. Mais la simple raison est une raison électrochimique, que vous connaissez également, c'est-à-dire que dans ce cas, une réaction d'électrode est une réaction redox, qui se passe au cœur de la particule. Mais pour qu'un accumulateur fonctionne, je vous ai dit, il faut un électrolyte. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en surface, vous allez avoir une réaction catalytique, c'est-à-dire une décomposition catalytique de l'électrolyte. D'où ce qu'on appelle des réactions parasites. Et vous comprenez tout simplement pourquoi, dans ce cas, si on réduit la taille des particules, vous n'avez qu'à intégrer la surface verte autour de ces particules, vous apercevez qu'il y a une dégradation exacerbée. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à cela, on n'utilisait pas directement ces nanoparticules. Par contre, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, on va directement mettre un autre matériau pour enrober ces particules et les protéger du contact avec l'électrolyte. Et c'est grâce à cela qu'on a pu directement augmenter les performances. Alors, quels sont les résultats? Eh bien, vous allez voir que cette approche a eu des conséquences, je
je dirais, drastique, formidable, au niveau de l'amélioration des accumulateurs. En effet, vous apercevez que maintenant, si je passe à l'échelle nanométrique, où il faut que j'ai mon électrode, comme indiqué ici, alors ce qui est important à dire pour tous ceux qui font de l'électrochimie, un accumulateur et tout dispositif électrochimique ne fonctionnera pas sans que vous ayez le principe de la dualité. Ce principe de la dualité, c'est qu'à tout point, il vous faut un ion et un électron. Et vous voyez qu'en ce cas, il va falloir que je structure mon électrode pour apporter les ions et les électrons. Alors, si je passe à l'échelle nanométrique, vous apercevez qu'en ce cas, si je divise le diamètre par 10, le temps de voyage d'un ion du centre à la surface va être directement divisé par 100. Ensuite, eh bien, si je passe à l'échelle nanométrique, il va falloir que je collecte les électrons. Et pour collecter les électrons, eh bien, je vais faire maintenant un enrobage d'un matériau conducteur à la surface. Et vous voyez qu'en ce cas, je vais pouvoir avoir accès à toute ma matière. D'où, d'un point de vue chimie, cela demande qu'on développe des particules cœur-couronne dans lesquelles on est à la surface un matériau conducteur avec le matériau actif au centre. Et cela se fait par une chimie de greffage, pyrolyse des sucres, et ainsi de suite. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? Eh bien, vous allez voir, elles sont drastiques. Tout d'abord, je vais prendre comme exemple. Voilà un matériau, LiFePO4. C'était un minerai, un matériau qu'on connaissait, mais jusqu'à cela, il y a de cela 10 ans, eh bien, on le connaissait, mais on le mettait à la poubelle, car, a priori, il n'y avait pas d'utilisation. Maintenant, le fait de passer à l'échelle nanométrique, comme vous pouvez voir ici, eh bien, nous a permis directement d'obtenir toute la capacité de ce matériau. Et finalement, vous voyez, ce matériau qui était délaissé il y a cela 10 ans, mais c'est le matériau le plus prisé aujourd'hui pour le développement du véhicule électrique. C'est-à-dire une nouvelle génération de véhicules électriques vont être basés sur ce matériau LiFePO4 à l'échelle nanométrique. Okay. De la même façon, si on regarde l'électronégative, eh bien là aussi il y a un matériau que vous connaissez très bien qui est le silicium. Le silicium était connu pour pouvoir, je dirais, capter de grosses quantités de lithium, c'est-à-dire vous pouvez mettre 4 atomes de lithium par atome de silicium. Par contre, si vous faites ça, vous avez directement une expansion volumineuse de votre matériau et vous perdez toute la percolation électrique. Et bien, grâce à l'échelle des nanoparticules, dans ce cas, on va pouvoir directement relarguer les contraintes dans le matériau et faire en sorte d'avoir des électrodes qui fonctionnent. Et c'est ce que vous avez ici dans le cas du silicium. Donc voilà, si vous voulez, 2 révolutions dues aux nanomatériaux. Bien, tout ça nous amène finalement à l'état de la technologie à ion lithium aujourd'hui, dans lequel un grand avantage par rapport au nickel-cadmium ou aux technologies au plomb, pour la bonne et simple raison, c'est que vous avez dans ce cas une palette de matériaux d'électrode pour électrode positive et une palette de matériaux d'électrode pour électrode négative. Ça veut dire que maintenant, eh bien, vous allez pouvoir faire toutes sortes de mariages possibles, okay, avec des positifs et ainsi de suite, pour avoir soit le potentiel, soit des systèmes un peu coûteux et ainsi de suite. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, la performance de la technologie à ion lithium est de 210 Wh par kilo et de 625 Wh par litre, avec des puissances de 2 à 10 kW par kilogramme. OK? Voilà. Et c'est cette technologie qui a réellement révolutionné, je dirais, votre vie, et ainsi de suite. Et en effet, pour vous convaincre de ça, mais vous êtes plus convaincu que moi, je vous mentionnerai cette photo. Voilà directement une partie de rock dans les années 1990. Voilà directement en 2010. Et vous voyez directement que la technologie à ion lithium a un grand succès, dû au flash, et ainsi de suite. Okay. D'où, maintenant, ce que je voudrais montrer, c'est finalement la question qui se pose. Qu'en est-il des applications véhicules électriques, des applications réseau, pour ce type de stockage? Et là, il y a 3 problèmes qui vont se présenter. Le problème du coût, car au jour d'aujourd'hui, eh bien, cette batterie est performante, mais son coût est encore trop élevé. La raison pour laquelle les voitures électriques sont très chères. Il y a bien sûr l'augmentation de l'énergie, où là aussi, il faudrait augmenter l'énergie par un facteur 2, voire 3, voire 4, et un point, je dirais, qui devient de plus en plus important, est le développement durable. C'est-à-dire, comment concevoir un accumulateur dans le cadre du développement durable. Et je voudrais vous sensibiliser sur ce point, par des chiffres qui vont certainement vous surprendre. En effet, je vais vous montrer comment, au jour d'aujourd'hui, un accumulateur, une batterie, ce que vous utilisez, se produit et combien ça coûte en énergie. Bien, vous avez dans ce cas les différentes étapes. Vous avez le cycle. Dans un premier temps, il va falloir extraire le minerai, il va falloir le purifier, il va falloir directement faire le composé électrode à haute température, recycler, ainsi de suite. Bilan, c'est-à-dire que pour faire une batterie de 1 kWh,
eh bien aujourd'hui, j'ai un coût énergétique de 387 kWh. Okay, et je vais relarguer 110 kg de CO2. D'où voilà, si vous voulez, ce que l'on fait aujourd'hui. Et bien sûr, ce n'est pas raisonnable dans le cadre du développement durable. Alors, notre souhait et nos recherches, eh bien, elles sont situées autour de développer ces batteries dans le cadre du développement durable. Alors, comment allons-nous faire cela et que pouvons-nous faire? Eh bien, on peut toujours rêver. Une situation idéale, par exemple, consisterait à utiliser les matériaux de la biomasse que l'on pourrait extraire à température ambiante. On fabriquerait le matériau d'électrode à température ambiante, on assemblerait, ainsi de suite. Tout ça, il serait un procédé qui serait peu énergivore, car fait à température ambiante. Eh bien, différentes, je dirais, pistes sont poursuivies dans ce sens, avec cet objectif. La première, c'est tout simplement développer des méthodes de synthèse moins énergivores. Vous allez voir comment. Utiliser des électrodes organiques plutôt que des électrodes inorganiques. Et finalement, voir d'autres chimies en deçà du lithium. Alors bien sûr, je ne vais pas rentrer en détail dans tout cela, mais je vais vous donner juste un peu une aperçu de ce que l'on fait dans ce domaine. Alors tout d'abord, au niveau de la synthèse. Eh bien, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, vous voyez, tous nos procédés qu'on a développés sont à des températures de 1000 à 1200 degrés. Eh bien, on veut, dans ce cas, descendre à des températures beaucoup plus basses et développer des méthodes de chimie douce, comme indiqué ici. Alors, pour ce faire, eh bien, on va développer des méthodes de synthèse ionothermale, où dans ce cas, on va utiliser, je dirais, un liquide ionique, qui n'est rien d'autre qu'un sel fondu, comme votre sel de cuisine, à la différence qu'il est liquide à température ambiante, et on va pouvoir préparer toute une nouvelle série de matériaux. On va pouvoir également utiliser maintenant les bactéries, et utiliser les bactéries pour conduire des réactions de biominéralisation et de préparer des matériaux d'électrode à température ambiante. Et dans ce cas, c'est des expériences que l'on fait aujourd'hui, où on a des matériaux texturés, voire de nouveaux matériaux. Une autre approche que l'on développe également dans le cadre du développement durable est toujours basée, je dirais, sur l'inspiration de la chimie du vivant, car si on regarde finalement les plantes, si on regarde votre organisme, eh bien votre organisme est source de réactions redox. Et ces réactions redox, elles sont assumées ou assurées par des molécules organiques. D'où la question, c'est est-ce que l'on peut faire directement des batteries ou des accumulateurs avec des molécules organiques? Bien ça, c'est ce qu'on a développé lorsque j'étais au laboratoire d'Amiens, où dans ce cas, eh bien, on va utiliser des molécules organiques provenant de la biomasse pour, dans ce cas, eh bien, développer des batteries éco-compatibles à base directement de matériaux provenant de la biomasse. Alors, ce que je veux mentionner ici, eh bien, c'est que dans ce cas, on ne va pas améliorer les performances des accumulateurs qu'on va fabriquer, mais on va directement leur donner cet aspect éco-compatible, cet aspect développement durable. Et c'est vraiment ça le facteur important pour ce développement. Alors bien sûr, il y a un autre axe qu'on développe, c'est de voir quelles sont les technologies au-delà du lithium. Parce que vous avez tous entendu que le lithium est un élément qui n'est pas très abondant. Okay? Bon, bien que cela soit encore discutable, puisqu'on peut le recycler, et ainsi de suite. Mais du moins, je dirais, cette alerte sur les ressources du lithium a généré parmi les chercheurs une grande demande de recherche pour de nouveaux matériaux, de nouveaux systèmes. Et c'est ainsi que la technologie sodium, dans laquelle le sodium est très abondant, comme on peut voir ici, au niveau de la Terre, puisqu'on a directement 0,06% de lithium comparé à 2,6% de sodium, que cette technologie s'est développée. De plus, elle présente, comme indiqué ici, des avantages en termes de coût, mais là aussi, la question, c'est que pour développer des batteries sodium-ion, il faut une fois de plus revenir à la chimie du solide, revenir à la préparation de matériaux d'électrode et de l'innovation au niveau de ces matériaux d'électrode. Et je vous montrer que lorsque, je dirais, l'industrie, le besoin, je dirais, motive les chercheurs, bien les évolutions sont grandes. Voilà tout simplement l'état des matériaux possibles pour être utilisés dans les technologies sodium-ion qui ont été directement trouvés en 30 ans. Et voyez directement ces 5 dernières années, okay, les recherches, je dirais, importantes avec de nouveaux matériaux, ainsi de suite. Okay. Et là aussi, c'est une technologie qui se développe, je dirais, fortement, qui est une technologie dérivée du lithium, c'est-à-dire que ça va se construire de la même façon, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est une technologie sur laquelle, au niveau français, eh bien, on développe cela avec le CEA. Et vous avez ici les premiers accumulateurs qui sont faits dans le cadre du réseau français avec le CEA sur ces technologies sodium-ion. Et là, eh bien, certainement que dans une dizaine d'années, vous verrez apparaître sur le marché des
accumulateurs sodium-ion, peut-être pas pour vos portables, mais surtout tout ce qui est le stockage de masse, et tout cela est en train de se développer fortement dans nos laboratoires français et bien sûr mondiaux. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais dire un peu sur le développement durable. Maintenant, je voudrais passer sur l'autre facteur que j'ai mentionné, qui est un facteur comment augmenter la densité d'énergie et la puissance. Alors je veux prendre cet exemple pour vous montrer aussi que c'est important, parce que lorsqu'on fait de la recherche, c'est bien de prendre directement des sujets de recherche à aspects fondamentaux, mais qui débouchent ou qui peuvent déboucher sur l'appliqué. Vous allez voir que là, je vais directement travailler sur l'élément, le composé que vous avez dans vos accumulateurs aujourd'hui. Voilà. Et je le présente. Alors tout d'abord, ce composé, ou ces composés, on va regarder cette densité d'énergie. Et cette densité d'énergie, vous savez tout ça, c'est le produit de la capacité par le potentiel. Quelles sont les options que j'ai? Bien, voilà directement ce qu'est l'énergie. Voilà un accumulateur, j'ai mon potentiel et la capacité. Et cette surface sous la courbe est l'énergie. D'où, vous regardez ça, vous avez, je dirais, 2 degrés de liberté. Le premier, c'est d'augmenter le nombre d'électrons. Et vous allez augmenter la capacité. Le deuxième, c'est d'augmenter le potentiel. Et là aussi, vous allez augmenter cette densité d'énergie. Alors voyons comment on peut, au niveau recherche, modifier cela. Je vais commencer par ces diagrammes dans lesquels les différentes recherches se poursuivent. On a la densité d'énergie et le potentiel et la capacité spécifique. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, il y a 2 grandes écoles qui vont utiliser des composés polyanioniques. C'est des composés dans lesquels on n'aura pas oxygène, mais on aura polyanion, qui sera SO4, PO4, ainsi de suite. Ou alors des composés lamellaires, comme indiqué ici, qui sont ceux que vous avez dans vos accumulateurs. Okay. Alors comment on va opérer? Eh bien, dans ce cas, on veut tout simplement avoir des potentiels plus élevés. Un exemple, une démonstration, je vais prendre un matériau et je vais tout simplement essayer de pratiquer une chimie déductive, c'est-à-dire selon des connaissances fondamentales de la liaison, de l'ionocovalence, et ainsi de suite, pour développer des matériaux. Et je vais prendre par exemple le cas d'un composé qui est lithium FePO4, et dans ce cas, eh bien, je veux tout simplement augmenter le potentiel. Et je sais, par l'expérience, qu'il me faut une liaison plus ionique. Vous connaissez tous le tableau périodique. Mais dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remplacer tout simplement de l'oxygène par le fluor, ou on peut remplacer le polyanion par du SO4 de moins, dans lequel le soufre est beaucoup plus électronégatif que le phosphate. Et ainsi, on peut avoir des matériaux, et on peut, dans ce cas, développer des matériaux dont, par exemple, par cette approche, on a développé un composé qui a le potentiel le plus élevé qui avait jamais été observé dans le cas d'un composé d'électrodes. Alors on peut s'amuser à tout ça, et c'est ce que fait le chimiste solide. Il applique ces règles, juste pour vous donner je dirais, la quantité de matériaux qui reste à découvrir, où là vous avez un autre composé au sulfate, vous avez directement un autre sulfate de fer, et un tout récemment qui est un composé, un oxysulfate, avec des potentiels relativement élevés. Donc voilà, si vous voulez, une approche. La deuxième approche que j'ai mentionnée est celle-ci. Alors celle-là, je veux directement attirer votre attention, car c'est celle qui a conduit directement à une révolution au niveau de densité d'énergie. Pourquoi je veux attirer votre approche? Parce que voilà, au jour d'aujourd'hui, bien c'est directement ce matériau que vous avez dans vos accumulateurs. Okay? Le voilà. Vous avez un composé qui a cette capacité et qui fonctionne sur la formule indiquée ici. Comment celui-ci fonctionne? Regardez bien. Vous voyez, c'est un composé lamellaire, c'est un millefeuille, dans lequel je vais tout simplement aller, lorsque je vais aller, par exemple, charger votre accumulateur, eh bien vous allez directement, dans ce cas, mettre du lithium et retirer du lithium, et ainsi de suite. Ça veut dire que dans ce cas, votre électrode, eh bien, elle va tout le temps vivre, respirer, si je peux dire. Voilà ce qui se passe. Mais le point que vous attirez ici, c'est que dans ce cas, eh bien, toutes ces réactions sont basées sur une simple réduction cationique. Seul le cation est affecté. Okay? Et ça, c'est important pour la suite. Okay? D'où, par conséquent, eh bien, on va essayer de comprendre cela et voir ce qui se passe. Alors, lorsque les chercheurs ont décidé d'améliorer cette technologie, eh bien, en chimie du solide, une fois de plus, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des substitutions. C'est-à-dire que dans ce cas, voilà le composé dont je vous parlais, vous voyez le millefeuille, et au fil du temps, les chercheurs sont allés substituer des atomes dans ces différents feuillets. Vous voyez, dans ce cas, on va substituer des métals 3D, jusqu'au moment où, tout récemment, des chercheurs sont allés substituer, même dans le feuillet métallique, vous savez, maintenant, on met du lithium dans ce feuillet métallique. Et en faisant cela, eh bien, on a obtenu des phases dont les capacités étaient exacerbées. C'est-à-dire 2 fois la capacité que vous avez aujourd'hui. Ça veut dire une autonomie double. Problème,
bien sûr, toute l'industrie enchantée par cela. Engouement, on ne comprenait pas le mécanisme, et de plus, ces matériaux, en cyclage, le potentiel n'était pas stable. D'où il y avait un problème fondamental qu'il fallait résoudre. Et je vais vous montrer en 3 diapositives comment cela peut être résolu, après certainement 2 ou 3 ans de travail au laboratoire. Eh bien, on l'a résolu en faisant une chimie totalement différente, tout en maintenant des matériaux identiques. C'est-à-dire qu'en ce cas, on a gardé les composés lamellaires, on a maintenu la structure, mais on a tout simplement regardé d'autres éléments. Et grâce à ça, on a simplifié fortement le système pour trouver des composés, comme vous pouvez voir ici, qui ont des performances identiques. Où là, vous voyez, vous avez le potentiel en fonction de la capacité. De nouveau, lorsque vous passez un coup de téléphone, c'est exactement ce que vous faites. Vous êtes en train directement de balayer cette courbe, ainsi de suite. Et vous voyez que ces composés, maintenant, eh bien, ils sont très stables avec le nombre de cycles, puisqu'on peut aller jusqu'à 100 cycles, la courbe ne varie pas. Et là, finalement, on avait trouvé un matériau idéal. C'est comme, bon, les gens travaillent en physique, travaillent directement sur des matériaux idéaux, comme le silicium ou l'arsenure de gallium. Là, on avait un composé idéal sur lequel on pouvait faire toutes les études fondamentales. Alors, les études fondamentales, on en a fait pas mal, avec différentes techniques. Donc, je vais mentionner les noms, je ne sais pas. Donc, la technique de photoémission d'électrons, où dans ce cas, on peut directement regarder l'énergie de liaison de l'électron au cœur, les niveaux de cœur, et on s'est aperçu qu'il y avait un oxygène relativement spécial. On a pu faire des mesures de résonance paramagnétique électronique pour détecter les radicaux, peu importe. Et grâce à cela, eh bien, on a pu montrer que ces couples redox eh bien, étaient cette fois pas seulement dus aux cations, mais également aux anions. Et tout ça pour vous montrer finalement qu'on a dans ce cas bien, mis fin à 25 ans de croyance dans lequel l'énergie, la capacité, provenait d'un redox cationique. Donc c'est pour vous montrer comment la recherche peut directement transformer drastiquement un problème et améliorer, je dirais, ses fonctions, son autonomie pour le bien de la planète. Enfin, je voudrais passer vers les derniers exemples qui vont maintenant adresser le gap qui nous reste, parce que je vous ai parlé des matériaux d'accumulateurs, je vous ai parlé de batteries, et si je regarde encore maintenant par rapport aux véhicules électriques, bien vous apercevez que je suis en train directement de parler de 150 Wh par kilo, alors qu'un litre d'essence est 2500 Wh par kilo. Donc j'ai encore un gap de 15. Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut développer des technologies dans le cadre du développement durable qui vont nous permettre finalement de briser ce gap ou de combler ce gap. Bien, vous allez voir qu'il y a beaucoup de recherches qui se font dans ce domaine. Ils sont basés directement sur ce simple calcul. Je vous ai mis ici un tableau dans lequel vous avez le type de batterie, le potentiel et la densité d'énergie. Et regardez ici. Jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de la technologie à ion lithium. Excusez-moi. Dont la densité d'énergie est 387. Regardez le système lithium-air, dont on va voir ce que c'est. Il peut directement vous donner 3500. C'est-à-dire que là, vous avez un système qui, théoriquement, peut vous donner 10 fois la densité d'énergie que vous utilisez aujourd'hui dans les systèmes à ion lithium. Et c'est la raison pour laquelle bien, ces systèmes ont suscité un engouement gigantesque où on peut maintenant espérer avoir des véhicules électriques qui aient une autonomie de 500 km plutôt que de 160 comme là aujourd'hui. Je vais vous montrer que ces technologies sont certainement intéressantes, mais il y a encore des verrous technologiques énormes, d'où le besoin d'une recherche fondamentale, je dirais intensive, pour les résoudre. Alors comment marche cette technologie lithium-air? Juste pour vous décrire, simplement. Vous voyez mon électrode de lithium-air, et voilà mon système. Bien, j'ai un accumulateur, une fois de plus, avec une électrode négative de lithium, du carbone comme positive, et regardez les molécules de O2 et les molécules de lithium. Bien, lorsque je vais connecter, je vais décharger mon accumulateur, regardez. Vous avez dans ce cas, lithium va se connecter avec l'oxygène, vous allez former lithium DO2. D'ailleurs, regardez sur la photo, vous apercevez directement le changement de contraste dû à ce dépôt de lithium DO2. Alors tout ça, c'est très simple, sauf que lorsqu'on va directement comprendre la réaction. Et lorsqu'on comprend cette réaction, juste pour être simple, vous apercevez que je vais créer une espèce qui, dans ce cas, est un superoxyde, un radical superoxyde, qui est une espèce nucléophile très agressive et qui va nous créer des problèmes sérieux. Maintenant, regardez, si je recharge, vous allez voir, regardez bien l'électrode ici. Si je recharge, vous voyez, je fais la réaction en sens inverse et regardez, le lithium 2,2 se dégrade. D'où on a cette réaction. On peut faire le bilan, et si je fais le bilan, eh bien voilà directement le système que j'ai, avec mon système lithium-oxygène, avec dans ce cas l'électrode de carbone avec un catalyseur. Je peux obtenir du cyclage, mais je suis limité en cycle, vous allez voir pourquoi.
Et effectivement, on peut mesurer des capacités ou des densités d'énergie qui sont 5 à 6 fois lithium-ion, mais sur une électrode. Alors, cela est une avancée, mais, comme je l'ai mentionné, la difficulté, c'est qu'on a ce fameux ion superoxyde. Okay? Et au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver les électrolytes adéquates pour combiner un tel système. Et là aussi, les recherches que l'on mène sont encore inspirées du vivant, puisqu'une fois de plus, votre organisme, eh bien, c'est celui qui sait le mieux manipuler ces ions superoxydes. Car en effet, dans ce cas, vous avez directement, par la dismutase et ainsi de suite, vous pouvez directement contrôler l'activité de cet oxygène. D'où voilà les recherches que l'on mène. Alors, d'autres recherches très intenses, que je vais juste partager avec vous, c'est des systèmes sur des systèmes redox flow, sur des systèmes à flux circulant, où maintenant, eh bien, on va tout simplement associer une batterie à une pile à combustible. Et là aussi, c'est rien de nouveau, puisqu'on peut voir ici, eh bien, Charles Renard, en 1884, avait utilisé ce système pour directement son premier montgolfière, ainsi de suite. Okay. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire sur ces systèmes? Et ils fonctionnent comme indiqué ici. L'avantage, voilà directement le cœur du système, où il y a les réactions électrochimiques. Et l'avantage, vous voyez ici, on va maintenant, dans ce cas, avoir des combustibles liquides, comme dans le cas des piles à combustible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajuster la puissance et l'énergie. La puissance en modifiant le cœur électrochimique de cet accumulateur et l'énergie ou la densité d'énergie en modifiant la capacité des réservoirs. D'où, voilà les recherches qui se font dans ce domaine, où au jour d'aujourd'hui, eh bien, on essaie de modifier ces systèmes en utilisant plutôt une émulsion qu'une solution pour avoir des quantités plus importantes, je dirais, de matière active dans les électrolytes. Et grâce à ça, c'est des chercheurs de MIT, ont développé un système lithium-ion redox flow qui permet d'obtenir, comme pouvoir, des densités d'énergie beaucoup plus importantes. Okay. Mais l'important, c'est qu'il y a des évolutions énormes et malgré que ce ne soit pas commercialisé, j'ai tenu à vous présenter cette dernière avancée où ça a été une voiture qui a été présentée au Salon de Genève, qui est basée sur le système redox flow, où, dans ce cas, c'est juste la démonstration, voilà directement comment la configuration de la voiture électrique et vous permet, dans ce cas, d'avoir des vitesses maximales, ce qui est une caractéristique de véhicule électrique, une puissance gigantesque, c'est-à-dire qu'on peut directement avoir des vitesses très importantes, et dans ce cas, il y a des autonomies jusqu'à 800 km. Mais de nouveau, cela est encore à l'état de démonstration. D'où voilà, si vous voulez, ce panorama sur ce développement de technologie dans le cadre du développement durable. Donc, si je devais conclure maintenant, eh bien, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau du stockage de l'énergie, avec des évolutions drastiques. Voilà directement les recherches, je dirais, jusqu'en 2010, où on a développé les technologies lithium-ion, et récemment, tout va vers de nouvelles technologies qui doivent être développées dans le cadre du développement durable. Et je dirais, ce concept, ou du moins cette restriction, on ne l'avait pas il y a de cela 15 ou 20 ans. Et vous voyez, vous retrouvez le lithium-air, vous retrouvez les redox flow batteries, ainsi de suite. Mais, ce que je veux bien vous signaler, c'est que finalement, dans ce domaine de recherche, eh bien, on est très loin de la loi de Moore. Vous savez tous ce qu'est la loi de Moore en microélectronique, où théoriquement, on multiplie la densité de stockage d'informations tous les 18 mois. Je m'excuse, mais dans le domaine des batteries, vous multipliez par 2 tous les 100 ans. Okay. D'où, c'est la raison pour laquelle la recherche avance, comme certains journalistes disent, à la vitesse d'un glacier. Pourquoi directement on n'avance pas si vite? Bien, pour la simple raison que cette énergie que vous allez directement prendre, convertir d'énergie chimique en énergie électrique, cette énergie chimique, elle provient directement de liaisons chimiques. Et vous savez qu'en une liaison chimique, vous connaissez le nombre d'électrons. D'où vous êtes intrinsèquement limité. Au jour d'aujourd'hui, eh bien, on est intrinsèquement limité à ces 1 ou 2 électrons. Car je ne peux pas directement sortir 2 électrons d'une liaison chimique sans briser ma structure, sans détruire ma structure. Et voilà directement la limitation que l'on a. Mais j'espère quand même que vous êtes convaincus qu'on a fait des progrès, parce que voilà directement les premiers véhicules électriques, okay, et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, le véhicule électrique n'est même plus une question, ça arrive, et il y a des modèles qui sortent, je dirais, tous les 2 ou 3 mois. Je pense qu'on a également fait des progrès dans le cadre des téléphones portables, puisqu'on avait des téléphones portables gigantesques, et au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, ils sont miniaturisés. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est finalement tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Bien, finalement, vous aurez pu le retrouver dans des romans, et ainsi de suite. Et il y avait un visionnaire hors pair, venant de l'université Picardie-Jules Verne, qui s'appelait Jules Verne. Bien, si vous lisez directement les romans de Jules Verne, bien, tout ça est écrit, noir sur blanc. En effet, si je regarde le cas du développement durable,
bien, je vais vous passer directement une partie de l'île mystérieuse, où dans ce cas, le rapporteur parlait avec, dans ce cas, Pencroff. Cependant, j'insiste, reprit Gédéon Spilett, vous ne niez pas qu'un jour le charbon sera entièrement consommé. Combien de temps demanda le rapporteur. Au moins 250 ou 300 ans. C'est rassurant pour nous, répondit Pencroff, mais inquiétant pour nos arrière-petits cousins. Voilà directement, voilà directement la définition du développement durable. Okay. Maintenant, dans le cas du sodium, eh bien là aussi, si vous prenez directement un autre roman de Jules Verne, 2000 lieues sous les mers, le sodium, oui monsieur, le sodium seul se consomme et la mer me le fournit elle-même. Je vous dirai en outre que les piles au sodium doivent être considérées comme les plus énergiques. Vous voyez, on revient 150 ans après, essayer de démontrer ce que certains visionnaires avaient déjà prévu depuis un moment. Donc voilà. Je voudrais quand même terminer de façon générale, parce que n'oubliez pas que je vous ai dit, je vous ai posé un challenge au départ, je vous ai dit, il faut qu'en 50 ans, on double notre production d'énergie. Ça veut dire qu'on sache la stocker mieux. D'où la question, comment pouvons-nous faire ça? Quelles sont nos chances? Eh bien, je vais revenir sur mon premier transparent de départ, dans lequel je vous ai dit que l'énergie était, je dirais, très importante. Définitivement, les matériaux sont les clés de tout développement. C'est les matériaux qui conduisent à toutes les nouvelles technologies, bien sûr associées à d'autres matières comme la physique, et ainsi de suite, pour comprendre les mécanismes, mais c'est directement à la source des innovations et de nouvelles technologies. La seule différence, c'est que nous, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on n'a pas des millénaires, mais on a une échelle de temps limitée. Et surtout, on a les contraintes de développement durable. Et ça, c'est vraiment important, et on doit directement s'y fier. Donc comment faire? Bien, le chimiste, il a une chance inouïe. Il a un tableau périodique, il a 118 éléments, et il peut directement s'amuser, naviguer, surfer avec ces éléments. Et effectivement, ce que l'on fait, on peut le faire, on peut directement élaborer de nouveaux matériaux, développer de nouvelles méthodes de synthèse, et ça, on peut le faire. Mais par contre, vous comprenez que, si vous avez fait un peu de mathématiques, eh bien, trouver le bon matériau dans tout ça, c'est un cauchemar. Car vous avez un nombre infini de combinaisons. Donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, au jour d'aujourd'hui, la chimie, je dirais, s'associe fortement avec la théorie, et on essaie directement de développer des chimies théoriques combinatoires raisonnées. C'est-à-dire, grosso modo, on essaie de dessiner les matériaux, de les prévoir, d'en déterminer leurs propriétés. Un peu faire ce qui s'est fait directement dans le cas de la génomique, où on a le génome des matériaux, ainsi de suite. Donc vraiment, c'est voilà un peu ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Mais il faut la théorie, mais également, ce qui est important lorsqu'on fait de la chimie, c'est qu'il faut voir ce que l'on fait. Et pour voir ce que l'on fait, eh bien, il y a les techniques analytiques. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, nos domaines ont profité énormément de tout ce qui est la microscopie pour aller voir à l'échelle atomique comment les atomes se déplacent, comment les matériaux d'électrode respirent, ainsi de suite. Mais, je vous ai mentionné également que toute réaction électrochimique contenait ou associait un atome et un électron. Eh bien, ce qui est important et dans le futur, c'est de voir si on pouvait directement comprendre et trouver ces électrons et arriver à les visualiser. Et je pense directement que si on arrive finalement à déterminer les électrons, les concentrer, les identifier et les localiser dans un matériau d'électrode, eh bien ça sera une révolution au niveau électrochimique. Et c'est un peu directement les recherches aujourd'hui qui se font, associant chimistes, physiciens, théoristes et expérimentalistes. C'est-à-dire une approche pluridisciplinaire. Et je crois que je terminerai là-dessus. Et je vous remercie de votre attention. Et bien sûr, si vous avez des questions. Bravo. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Alors, pour les questions, vous pouvez vous amuser. Hein. Voilà. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez directement appuyer sur le bouton. Vous avez une lumière rouge qui apparaît. Et là, on vous entend. Vous pouvez poser la question. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui? Tu peux... Pardon, tu peux... Attends, appuie sur ton bouton, là. Voilà. Ouais. Hop là, ok. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'en 50 ans, on réussira finalement à doubler notre production d'énergie? Sincèrement, non. Pardon? Non, en fait.
on n'arrive pas à la doubler, parce que ça serait un truc formidable, mais on ne pourra pas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter considérablement notre production d'énergie et on fera de l'énergie propre. Et là, il y a des pistes qui sont bien établies, comme je mentionnais le photovoltaïque, comme l'éolien. Donc tout ça, c'est des technologies qui vont se développer. Mais je pense que doubler, c'est un optimisme, je dirais, allant au-delà de nos espérances. Okay. Mais déjà, je pense que le but, c'est directement de prendre cette direction et de regarder ce développement, cette augmentation de production d'énergie propre. Et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut garder. Est-ce qu'il existe des choses que nous pourrions chacun faire pour justement préserver nos énergies? Parce que là, vous nous présentez des solutions liées à la recherche, mais ce n'est pas actuellement notre domaine. Donc, est-ce qu'on peut faire des choses maintenant pour justement préserver ces énergies? Oui, bien sûr. Et peut-être même plus efficace à court terme que ce que l'on fait en recherche. C'est-à-dire, la bonne éducation, tout ce qui est le civisme, au niveau, rien que dans votre maison, éteindre l'électricité. Il y a des recherches au niveau de l'habitat énormes qui se font pour finalement tout automatiser. Quand vous partez à la maison, tout s'arrête. Au niveau de la télévision, tous les aspects sécuritaires ou les aspects de veilleuse sont diminués, et ainsi de suite. Donc il y a un effort monumental qui se fait à ce domaine et sur lequel on peut économiser énormément. D'où, là, je vous donne les grandes voies, mais il y a d'autres secteurs où on peut faire une économie. C'est-à-dire on va lutter finalement contre cette consommation par l'économie. Et sans faire beaucoup d'efforts, juste en ayant des habitudes, ou en prenant des habitudes. Il y a eu même au niveau, gouvernemental, des décisions qui ont été prises, des fois, d'éteindre les lumières dans des villes après 10 heures, ainsi de suite. Tout ça, si vous voulez, ça économise énormément. Et ce problème d'économie d'énergie est essentiel aussi. Je dirais l'efficacité énergétique, dont je l'ai mentionné, comment convertir cette énergie de façon efficace, ça c'est important, et également tout ce qui est cette économie d'énergie. Car, si vous voulez, dans tout ce que je vous ai montré, finalement, on a, grosso modo, des solutions. Le photovoltaïque, l'éolien, ce sont des solutions. Mais la difficulté qu'il y a dans tout ça, c'est comment vous arrivez à faire ça à grande échelle, okay, à bas coût et de façon fiable. Okay. Et peut-être pour allonger un peu, au niveau du stockage, vous pourriez me poser, c'est bien beau le stockage, il y a tout ça, mais au jour d'aujourd'hui, lorsque vous faites un stockage de masse, vous n'utilisez pas des batteries. Vous utilisez quoi? Des lacs, et ainsi de suite. Pourquoi? Vous utilisez le stockage par hydro. Parce que le coût est essentiel. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça. D'autres questions? Oui. J'ai juste une petite question. Vous avez parlé donc de cette conversion énergie chimique en énergie électrique. Au niveau des véhicules, notamment tout ce qui est perte sous forme de chaleur, friction, frottement, dernièrement Goodyear a développé un pneu avec une forme de récupération de la chaleur et conversion en énergie électrique pour le stockage. Est-ce que vous pensez que ces pistes de recherche sont également l'avenir ou juste ne peuvent rester qu'à l'état d'un échantillon? Oui, de nouveau, il y a beaucoup de voies, il y a beaucoup de concepts pour récupérer de l'énergie. La question, une fois de plus, c'est l'analyse du cycle de vie, le coût et la rentabilité de tout cela. On peut avoir, aujourd'hui, il y a du stockage, piézoélectrique par exemple. On peut directement, à partir des mouvements, on peut récupérer de l'électricité et ainsi de suite. Tout cela, c'est des directions que l'on peut regarder, qui sont nécessaires à être regardées, parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien abandonner. Mais ce n'est pas, les voies prioritaires. Oui. Donc, vous nous avez présenté les différents types de batteries avec l'importance du lithium. Donc, vous nous avez dit que c'était une espèce chimique qui était limitée. Quelles sont les réserves dont on peut disposer? Alors, les réserves en lithium, je suis très optimiste. Il y a eu, il y a 5 ou 6 ans de ça, effectivement, beaucoup de médias, les médias ont beaucoup parlé du lithium. Le lithium allait devenir l'or du XXIe siècle, ainsi de suite, avec les principaux pays comme la Bolivie, ainsi de suite. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des réserves énormes,
puisque finalement la demande a fait en sorte qu'on identifie plus de réserves. Et je dirais, mon optimisme sur le lithium provient du fait qu'on peut le recycler. Parce que le lithium est un métal qui est un point de fusion relativement bas. Il y a toutes les technologies, je dirais, d'hydroxymétallurgie que l'on peut utiliser pour recycler le lithium. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait, car les normes européennes ne poussent pas à le faire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les normes vous disent qu'il faut recycler 56% du poids de la batterie. Mais comme le lithium est l'élément le plus léger, eh bien personne directement va aujourd'hui récupérer le lithium. Mais à l'avenir, les normes augmenteront et je pense qu'il y aura les gens pourront et seront incités à récupérer le lithium. D'où je ne fais pas tellement de soucis pour le lithium encore. Et puis, comme je le mentionnais, il y a le sodium qui arrive pour différentes applications. Et il y a d'autres technologies basées sur des divalents, comme les calcium, les magnésium, qui sont en recherche également. D'où je suis assez confiant du point de vue lithium. Oui. Est-ce que l'extraction de ce lithium pose des problèmes écologiques ou des choses comme ça? Donc, selon vous, est-ce que tout part absolument de la recherche et du développement de ces énergies, ou il y a un autre moyen de faire progresser le développement durable? Alors, vous posez une question intéressante. Parce que, par exemple, bon, si je prends du lithium, je prends du cobalt. Alors, le lithium, c'est relativement simple. Hein. Le lithium, c'est presque des marais salants. Vous avez des zones concentrées, vous récupérez en carbonate et ainsi vous purifiez. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qu'il y a pas mal d'études montrent finalement. Si je prends par exemple le cobalt, mais aujourd'hui, d'un point de vue, je dirais, coût énergétique, ça coûte moins cher énergétiquement de recycler le cobalt que de l'extraire. Vous voyez ce que je veux dire? D'où c'est la raison pour laquelle, bon, des fois, le recyclage a une valeur ajoutée. Bon, si vous prenez des composés au manganèse, c'est pas la même chose. Mais certains éléments au jour d'aujourd'hui, eh bien, le fait de les recycler vont être moins onéreux énergétiquement que les matériaux de départ. D'où, si vous voulez, bon, ça dépend des matériaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Ah, pardon. Ah, ouais. Est-ce que l'énergie nucléaire elle va être délaissée par rapport aux nouvelles énergies? Pardon? L'énergie nucléaire, est-ce qu'elle va être délaissée par rapport aux nouvelles énergies qui ont été trouvées? Non. Là, bon, là aussi, il y a beaucoup de débats. Il faut être réaliste. L'énergie nucléaire ne va pas être délaissée. Je pense que l'énergie nucléaire, bon, on va certainement favoriser les énergies renouvelables, mais il s'agit d'une transition énergétique. Cette transition énergétique, elle va mettre de nombreuses années. Et il est totalement, je dirais, un peu de penser directement qu'on va arrêter le nucléaire serait une catastrophe gigantesque. On ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir une transition énergétique dans laquelle, effectivement, on va favoriser les énergies renouvelables et on ne va pas augmenter, je dirais, notre production énergétique par le nucléaire. Et on va avoir tendance à la diminuer au fur et à mesure que les énergies renouvelables vont s'implanter. Okay. Mais le nucléaire, là aussi, vous en verrez jusqu'à la fin de vos jours, je peux vous assurer. Oui. Est-ce que ces nouveaux types de stockage comportent plus de risques que les anciens? Ou est-ce plus sécurisé? Ah, ok. Très bonne question aussi. Oui, effectivement. Il y a tout le média qui a été fait autour des batteries lithium, leur sécurité, et ainsi de suite. Notamment, il y a combien? Il y a deux ans de ça, je crois, avec le Dreamliner, un an, dû au fait que les batteries à ion lithium sont moins sûres que les autres. Bon, là aussi, je dirais, d'un point de vue chimie, je pense qu'on maîtrise directement cette chimie, cette électrochimie. La difficulté qu'il y a aujourd'hui, et pourquoi il y a des cas qui se produisent, c'est que finalement, il y a une compétition énorme sur la production des batteries à ion lithium, et surtout sur les coûts. Et certaines compagnies, pour abaisser les coûts, veulent directement le font, je dirais, aux dépens de la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle, certaines fois, il y a des dysfonctionnements ou de la manutention qui n'est pas parfaite pour les batteries en lithium. Et dans la plupart des cas qu'il y a eu, que ce soit sur des batteries, sur des portables, où des portables ont explosé, et ainsi de suite, il y a eu ces problèmes. Et je dirais, bon, et ça, c'est finalement, ce n'est pas, c'est pas ce qui était auparavant. Par contre, avant le lithium-ion, il y avait la technologie à lithium-métal. Okay, une technologie à lithium-métal, technologie d'ailleurs dont toutes les voitures électriques de Bolloré qui circulent en Paris sont basées sur. Et avec dans ce cas un polymère.
Mais au début de cette technologie, il y avait le lithium métal avec un liquide. Et là, il y a eu des problèmes de sécurité. Et là, il y a effectivement, la technologie a été complètement détruite. Parce qu'il y a 4 téléphones portables qui ont explosé directement dans la face des utilisateurs au Japon. Et ça a été la fin de cette technologie à lithium métal liquide. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez directement les quantités de batteries lithium-ion qui sont utilisées, et je dirais quand même le faible nombre d'incidents que l'on a, est dû à des problèmes directement de manutention. D'où je ne me ferai pas trop souci sur la sécurité. Mais il n'en demeure pas moins que toute batterie est un explosif. Quand vous concentrez la densité d'énergie, c'est n'importe quoi. Un litre de gaz est un problème de sécurité aussi. Parce que vous avez une quantité d'énergie colossale.